Merci beaucoup Anna, ça me parlait beaucoup cette idée de résoudre la contradiction, c'est pas ou privacy ou data, de combiner ces deux contradictions, mais je vais aussi parler d'une tentative de combiner des contradictions, combiner la contradiction entre le service aux patients et la préoccupation légitime de créer des entreprises. Et en fait, je vais prendre ce point de vue d'une activité qui date d'à peu près une vingtaine d'années. J'ai commencé comme chercheur, professeur en traitement des images. Et puis on a commencé à travailler de plus en plus dans le domaine de la santé. Le domaine de la santé, c'est un formidable terreau d'innovation et c'est aussi des formidables sources d'aventures entrepreneuriales. Et donc la première entreprise qui est sortie de mon labo, une entreprise qui s'appelle Télémis, qui faisait de l'imagerie médicale il y a 20 ans. Et puis on a créé de plus en plus d'entreprises, on en a créé une dizaine depuis mon laboratoire. C'est pas moi qui les ai créés, c'est des chercheurs qui étaient actifs dans mon environnement et qui sont sortis en entreprise. Et puis, au bout d'un moment, on m'a demandé de faire partie de l'équipe rectorale de l'Université de Louvain. Donc, il y avait un recteur et il y avait 3 prorecteurs. Il y avait un prorecteur pour la recherche, un prorecteur pour l'enseignement et moi, j'étais un prorecteur d'un nouveau type, c'était prorecteur service à la société et l'international. Donc, on essayait de combiner enseignement, recherche et service à la société. Et puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes, des contradictions. Quand on veut développer un business model, est-ce que c'est pour gagner de l'argent ou est-ce que c'est pour rendre service à la société? Et on avait souvent une tension entre recherche, service à la société et développement de business. Et donc, on a essayé de faire des choses dans ce truc-là. Et puis, je suis depuis quelques années redevenu un simple rat de laboratoire, nouveau, un simple chercheur, mais je m'occupe énormément d'innovation et je continue à faire de la recherche et je suis ici en année sabbatique parce que Montréal, c'est le temple de l'intelligence artificielle et je travaille avec des gens comme Joël Pinault pour faire de l'apprentissage par renforcement, pour du traitement en médecine, etc. Voilà pour cette introduction. Alors, voilà, hop, j'ai poussé sur le mauvais bouton. Est-ce que le régisseur peut me remettre dans le bon bouton? Ça, j'ai... Désolé. Voilà. Oui. Je vais évidemment pousser sur la flèche. Voilà. Merci. Désolé. Voilà. Donc, l'innovation au service des patients et l'entrepreneuriat, le monde de la santé change énormément. Vous le savez, c'est pas à vous que j'apprends ça. Mais en fait, quand on travaille dans l'innovation, il y a 3 types d'innovations qui sont possibles. Il y a l'innovation limitée à la limitation de ressources. On parle de 7 milliards d'humains à 10 milliards d'humains, une seule planète, peu de ressources. Typiquement ce livre-là, l'innovation frugale. Vous connaissez peut-être ce bouquin-là. Deuxième vecteur d'innovation, les disruptions technologiques. Troisième vecteur d'innovation, c'est la numérisation. C'est tout le monde devient unique par le digital. Dans le cas de la médecine, c'est la médecine holistique, la médecine délibérative. Donc, je vais faire un rapide survol, c'est des choses que vous connaissez. Vous savez qu'aujourd'hui, le produit intérieur brut pour la santé, je ne sais pas combien c'est au Canada, mais ça dépasse les 10%. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus une population âgée, et chaque population âgée, au fur et à mesure qu'elle vieillit, ça c'est un article de l'ANSET qui montre le nombre de maladies que vous pouvez avoir quand vous vieillissez, vous voyez que ça va en explosion. Donc on a un problème de ressources dans le domaine de la santé. Et je ne sais pas comment c'est au Canada, j'ai été chercher ces caricatures sur le site de la télévision belge, la RTBF à mi-mai. Vous voyez qu'on a non seulement un manque de ressources, mais aussi un manque de personnel pour faire face à l'explosion des soins de santé. Je ne sais pas si vous êtes dans le même genre de situation, peut-être pas dans la salle d'op chez vous. Voilà. Alors les innovations, Anna a cité l'OCDE, c'est une source qui peut être intéressante à examiner. Dans l'OCDE, le document Nouvelles technologies de la santé, concilier accès, valeur et viabilité, eh bien on distingue 2 types d'innovations. Vous avez les innovations, les technologies génériques, quelque chose auquel vous êtes très attentif ici, l'intelligence artificielle et toutes les technologies de l'information qui permettent de venir transformer la façon dont on preste dans les soins de santé, les données massives, etc. Et puis vous avez les technologies médicales. Eh bien, chez nous, à Louvain, on travaille beaucoup sur la thérapie cellulaire. En région wallonne, on a une grosse activité sur la thérapie à partir des cellules souches. On travaille beaucoup sur la désescalade des traitements. Il y a beaucoup de gens qui subissent de la chimiothérapie alors qu'ils ne devraient pas en avoir.
ou quand on fait de la radiothérapie, on y va de manière beaucoup trop massive. Médecine personnalisée, hein, le lien entre le microbiote et les fonctionnements du cerveau. On est sur des tas de choses très avec des percées, je ne parle pas des percées omiques, mais voilà, 2 types d'innovations possibles. Et donc, ce qui est important à retenir, c'est que les technologies amènent des choses qui font que la médecine bascule tout d'un coup. Hein. Quand vous faites de l'immunothérapie pour le cancer, peut-être qu'il y a des changements brutaux qui vont apparaître et qui font que ça bascule. Donc, première source d'innovation, le manque de moyens. De toute façon, il y aura de plus en plus de personnes âgées et elles auront de plus en plus de maladies. Et donc, on peut pas, il faut continuer à enseigner, à faire de la recherche, à faire de la culture. On ne peut pas faire monter les budgets de santé à des pourcentages exagérés. Et donc, il faut gérer le manque de moyens. Deuxième, les ruptures technologiques. Et le troisième, c'est bien sûr le fait qu'on rentre dans un monde numérique. Hein. Vous racontez votre histoire sur Facebook, vous voulez être quelqu'un d'unique. Et ça se trouve aussi dans la médecine, hein, la médecine des 4P. Avant, on avait un médecin qui venait vous raconter, vous avez telle maladie, vous allez faire ça, etc., etc. Aujourd'hui, on va vers le modèle délibératif de médecine. Hein. Il y a des gens qui réfléchissent, on a réfléchi avec Gérard Réac, hein, pourquoi se soigne-t-on, essayer de comprendre ça. Et les gens veulent une médecine participative, ils veulent être suivis, ils veulent avoir un lien très fort entre leur identité, et ce lien doit être aussi holistique. Hein. L'idée d'une médecine isolée, ça n'existe plus. Hein. On a de plus en plus une vision holistique de la médecine. Donc, 3 moteurs d'innovation, les moyens limités, les technologies disruptives et la personnalisation. Et ces 3 vecteurs d'innovation, ils se retrouvent dans d'autres domaines que la santé. Hein. Je les ai instanciés pour le domaine de la santé. Alors, une innovation, c'est quoi? Vous le savez, hein. Une innovation, c'est une invention, c'est une nouvelle idée, mais qui peut grandir. On dit en anglais « that scale hein, », donc une innovation qui peut croître. Et donc, pour réaliser ces innovations, eh bien, il faut nécessairement des systèmes de transfert qui font que ce que vous avez inventé dans l'hôpital ou ce que des professeurs dans des facultés d'ingénierie ou de médecine ont inventé devienne quelque chose qui est approprié est absorbé par une structure et permet de croître. Et c'est pour ça que de plus en plus, j'ai ici pris la brochure du CHUM, et puis j'ai pris la brochure de Saint-Nazaire avant, hein, et puis il y a de plus en plus des systèmes de transfert de données, une réflexion très interne d'utiliser les hôpitaux comme incubateurs d'innovation, comme incubateurs d'entreprise, et ça se passe un peu partout. Donc on a à Bruxelles un Brussels Living Lab, et vous avez ici, j'ai lu avec grand intérêt ce livre de M. Brunet qui est là, je crois que c'est vous, hein, si j'ai reconnu la tête sur le livre, sur l'innovation en santé, réfléchir et agir, qui était très intéressant. Je suis tombé sur ce livre après avoir délivré mes slides, sinon j'aurais modifié mes slides pour intégrer les bonnes idées qu'il y a là-dedans. Je vous recommande, très bonne lecture. Voilà. Donc, cette innovation qui grandit, elle a besoin d'incubateurs. Vous avez des Chief Innovation Officer, j'ai rencontré tout à l'heure Cathy Malas hein, sur le plateau, qui est votre Chief Innovation Officer ici au CHUM. Et on en a de plus en plus dans les hôpitaux, on a des gens dont la responsabilité est l'innovation. Et donc, importance de la démarche entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que quand on crée une entreprise, et c'est ce que j'ai appris, moi au début, j'ai commencé à faire des logiciels en me disant mais je vais les donner aux médecins et ils vont être bien contents, ils vont faire tourner les logiciels. Ben, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Parce qu'on a besoin d'une équipe derrière, hein. On a besoin d'une mobilisation de moyens matériels, on a besoin de passer du prototype au produit, on a besoin de passer des FDA approval, des CE mark, etc. Et surtout, on a besoin d'une responsabilité de la société qui porte le produit. Et donc, la démarche entrepreneuriale était quelque chose qui m'a très fortement motivé. Pas du tout pour des questions d'argent, hein, mais pour, en tout cas, assurer une invention qui peut grandir et qui peut avoir une responsabilité derrière cette invention. Et donc, c'est pour ça, donc, ici, on a le Brussels Life Science Incubator. J'aime bien cette petite image qui montre le rôle de la spin-off. Le rôle de la spin-off, c'est une mezzanine, quelque part. C'est un lien entre le marché ou entre la santé et le laboratoire. Normalement, chez nous, on aurait aimé, ce n'est pas toujours le cas, que le professeur qui fasse sa recherche ne s'occupe pas de business, ne s'occupe pas de spin-off. On lui dit, on te donne un certain pourcentage sur ce que tu as inventé, mais tu ne t'occupes pas de business, tu restes dans ton labo. Mais par contre, tu es connecté à ta société spin-off qui joue le rôle de mezzanine. Cette mezzanine, elle va dans l'hôpital faire un certain nombre de prestations de services, etc. Et le succès, c'est quand la société spin-off, non pas rapporte de l'argent, mais rapporte des questions de recherche intéressantes, de nouveaux défis.
hein. Une des toutes premières spin-off de c'est la société IBA qui travaille en protonthérapie. Bien, ces gens-là ont fait des designs tout à fait originaux et performants de cyclotrons. Il y a d'ailleurs un cyclotron IBA à Nantes, hein, c'est le projet Aromax. Et puis, ils ont étendu leur système de cyclotrons pour faire des appareils de protonthérapie. Et un jour, ils sont venus me voir dans mon labo en disant on a besoin d'un mini-scanner pour mettre dans la salle d'opération. Et on a fait un design de scanner avec eux à un niveau tel que j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés. Donc j'ai pu, grâce à cette société mezzanine, rencontrer des gens au Massachusetts General Hospital. On a fait une première mondiale à UPenn. J'aurais jamais pu faire ça s'il n'y avait pas une société spin-off autour de mon laboratoire qui est active et qui peut aller loin dans la définition de ce produit. Donc la logique entrepreneuriale nous semblait vraiment quelque chose de très intéressant. Mais on avait sans arrêt des bagarres, hein, des professeurs, ça c'est quand je suis arrivé au rectorat, qui quittaient leur labo et qui rentraient dans la spin-off. Il y avait les cours, des types avec des poches en dessous des yeux parce qu'ils étaient dans leur spin-off, qui donnaient leurs cours complètement épuisés ou bien qui n'avaient plus du tout l'équipe de recherche, le nombre de PhD qui diminuait, etc. Et donc on a cherché à vraiment définir qu'est-ce que c'est le service à la société. Donc pour nous, un professeur pouvait être connecté à une société spin-off ou pouvait être impliqué dans un procédé de valorisation, mais s'il restait actif dans l'enseignement et dans la recherche, et si son activité de service à la société nourrit son enseignement, si parce qu'il est actif sur une activité entrepreneuriale, ou si parce qu'il est actif en transfert de connaissances, si ça enrichit son enseignement, et si ça renvoie des questions de recherche, hein, s'il fait un simple bureau d'études où il vend son expertise, pour nous, ce n'est pas du service à la société. Si par contre il est en prise sur un phénomène qui est aux frontières des connaissances et que grâce à son activité mezzanine, il arrive à avoir des nouveaux questionnements de recherche, alors on a marqué un point. Et donc on a essayé de faire un truc très compliqué, mais on n'a pas bien réussi, hein, parce qu'en fait, c'est le design qui est là à gauche. Hein, donc on a essayé de faire le Louvain Technology Transfer Office, hein, de notre bureau de transfert de technologie, où on avait une branche qui s'occupait de l'accompagnement des chercheurs, et une branche qui s'appelle la Société des participations technologiques, la SOPARTEC, qu'on a constituée en société totalement indépendante de l'université, mais détenue à 100% par l'université. Et donc on a monté un seed fund, de 50 millions d'euros, parce qu'on voulait que les projets qui démarrent, lorsqu'on passe au second tour ou au troisième tour, on garde la préoccupation de service à la société, et donc il fallait avoir les poches suffisamment profondes pour pouvoir faire des tours successifs. Et puis en fait, quand on a mis cette structure en place, il y avait des bagarres continues entre les gens qui géraient les chercheurs et les gens qui géraient les participations technologiques. Et on a essayé de faire un système dans lequel le motus doit être le service à la société, l'impact sur le service à la société tel que défini là. Mais ce n'est pas facile, on n'y arrive pas. Les chercheurs se battent beaucoup avec notre bureau de transfert de technologie. Je me suis même posé des questions. Un jour, j'étais en Israël, à Tel Aviv, à l'université de Tel Aviv. Je me suis dit, là, c'est des gens qui créent plein de start-up, ils doivent être très, très contents de leur TTO. Ben, pas du tout. La preuve que j'ai vue, m'a dit, non, le TTO, telle et telle liste de problèmes qui est effectivement ceux qu'on rencontrait chez nous. Les gens qui travaillent là-dedans, ils ont même leur propre conférence, ils vivent entre eux au sein de l'hôtel. Et vous voyez, leur logo est un peu cyclique, je trouve qu'il faudrait... Voilà, je suis un peu impertinent. J'espère que je ne vais pas recevoir des tomates. Voilà. En fait, un gars qui est très très intéressant, qui est à suivre, c'est Thomas Hellman. Il y a deux N à Thomas Hellman, je me suis trompé. C'est le gars qui a lancé le Tech Transfer Office de Oxford. Il a fait sa thèse avec Joseph Stiglitz à Stanford. Et il est venu nous parler un petit peu de ce qu'ils font chez eux. Et vous voyez qu'en fait, lui, il promeut une seconde vague de spin-off. Et vous y êtes, hein, avec vos incubateurs, la façon dont vous gérez, vous mélangez enseignement, incubation, recherche autour du CHUM, vous êtes vraiment là-dedans. En fait, ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un accent beaucoup trop fort dans les bureaux de transfert de technologie des universités sur la propriété intellectuelle. Les gens ont des brevets ou des assets et ils veulent maximiser le profit de ces assets. En fait, cet incident, ça doit rester incidentiel. Et puis, il faut que le processus soit un processus avec des écosystèmes très, très ouverts. Et notamment, le rôle des anciens, des alumni, des gens qui tournent autour de l'université peut être très, 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 très intéressant. Donc, je vous invite à voir, si vous voulez googler un petit peu, ce gars-là raconte des choses vraiment intéressantes sur la valorisation de la recherche. Et donc,
l'entreprise, c'est bien, hein, mais voyez ici, ça c'est un exemple que vous connaissez sans doute, si on travaille dans le monde de la santé, il y a des gens qui espèrent faire le médicament ou le procédé qui va rapporter plein d'argent, qui va être vendu à une grande compagnie, et ils vont faire un gros cash autour de ça. Hein. Vous voyez ici un exemple d'un médicament sur le diabète. Hein. La recherche a coûté quelques centaines de millions de dollars. Les gens ont déjà vendu pour plusieurs milliards de dollars, mais ils continuent à rendre leurs médicaments rares pour continuer à toucher beaucoup d'argent. Et ce médicament qui devrait soigner un grand nombre de personnes, il y a 67 millions ici sur cette figure de personnes atteintes de ce diabète particulier, et il n'y en a que 2 millions qui sont soignés par le médicament parce que le médicament est maintenu à un prix artificiellement élevé. Donc une approche business dans le domaine de la santé, c'est unique, c'est pas possible. Et je trouve qu'en tant qu'hôpitaux ou en tant qu'université, on a une responsabilité éthique pour le suivi des entreprises que nous promouvons, et on a vraiment un devoir derrière ça. Alors, juste quelques cas, je ne sais pas combien de temps il me reste, le monsieur agite sa main, 5 minutes. Voilà. Quelques cas illustratifs, je vous ai parlé de Télémis, la première société qu'on a fait, c'était une société où on travaillait sur de la télémédecine. Il y avait un petit hôpital, je ne sais pas si je sais que les Québécois aiment bien les bières, vous connaissez peut-être la bière de Chimay. Hein, Chimay, c'est une petite ville éloignée en Belgique, dans laquelle les gens boivent beaucoup de bière et donc ils se crachent en voiture. Et il y avait un service des urgences là, mais qui n'avait pas de neurochirurgien. Et donc on a commencé à faire un projet de télémédecine. Et ce projet de télémédecine, on a cherché à le valoriser, donc pour faire des images du cerveau, voir s'il fallait transférer le patient, ou si jamais en le transférant on le tuait, ben plutôt le maintenir sur place. Et en fait, on a travaillé avec des gens qui nous ont dit, un alumni qui est venu nous voir, il a dit, votre projet, je le transforme, et je transforme votre projet non plus en un projet de télémédecine, mais un projet de film, d'hôpital sans film. On ne va plus du tout imprimer d'hôpital, c'était il y a 20 ans. Hein. Donc c'était Télémis. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un modèle de ce qui s'était passé, c'est un modèle où un procédé informatique ou un procédé qui rentre dans un hôpital, s'il répond à 3 critères, économie, qualité et accessibilité, eh bien, il va réussir. Il a des grandes chances de réussir. Dans le cas de Télémis, on n'imprimait plus de films, et donc il y avait des économies. Le gars qui achetait son logiciel Télémis, au bout de 2 ans, il avait remboursé, puisqu'il n'imprimait plus, l'hôpital qui avait acheté ça ne payait plus de films. La qualité des soins, ben on augmentait la qualité puisque l'image était numérique, on pouvait faire des annotations, etc. Et l'accessibilité, ben si l'accessibilité des soins est augmentée par le numérique, on peut envoyer l'image vers le patient, etc. Ça a bien marché. Et donc ces 3 caractéristiques sont à mon avis intéressantes à se fixer pour comprendre comment un processus peut réussir à rentrer dans un hôpital. Alors, un deuxième cas, donc ce modèle EQA, je viens d'en parler, hein, et on va bien sûr vers l'IA là-dedans. Hein. Une IA assez modeste au début, c'est de, par exemple, identifier tous les clichés qui ne nécessitent pas de diagnostic. Si on est sûr que le patient est en bonne santé, on ne doit pas l'amener vers le radiologue. Hein. Et donc, on est vraiment convaincu que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer le radiologue, mais que le radiologue qui utilise l'intelligence artificielle va remplacer le radiologue qui ne l'utilise pas. Hein. Donc, ce genre de procédé est bien sûr enrichi avec des nouvelles features très liées à l'IA. Alors, deuxième cas, c'est IBA, et ça je voulais en parler parce que ça a permis, donc IBA c'est quoi? C'est des gens qui fabriquent des cyclotrons, et vous voyez sur ces images que si vous faites une radiothérapie conventionnelle, ben, vous allez abîmer tous les tissus adjacents de la tumeur. Si vous faites de la protonthérapie, vous avez un faisceau de protons qui rentre dans votre corps et qui s'arrête à un endroit extrêmement précis qu'on peut régler par l'énergie du faisceau de protons. Et donc, par exemple, pour les enfants, c'est indispensable de faire de la protonthérapie plutôt que la radiothérapie. Et donc, cette société s'est créée, et grâce à des partenaires, je saute ça, c'est des photos du Massachusetts General Hospital, grâce à ça, ben, on a pu faire des partenariats publics-privés avec IBA, qui nous ont permis de développer des unités de recherche mixtes. On a fait 2 partenariats publics-privés, et on est en train d'implémenter 2 centres de protonthérapie, un à Louvain-Flamand et l'autre à Charleroi, par un partenariat public-privé avec la région Wallonne, avec la Wallonie, et toute une série de partenaires extérieurs qui nous ont aidés. Je vous ai parlé du UPenn, etc. Et donc je vais sauter tout ceci, puisque je dois conclure. Projet WABLIF, je vais sauter ça, comment rentre l'hôpital avec des lits, etc., comme un hôpital hub, et je vais sauter tout ça. Et je vais conclure là. J'ai pris il y a quelques jours un café au Carré Saint-Louis,
et je vais redire tout ce qui a été dit, le vecteur pour résoudre le problème du conflit entre la nécessité de développer un business pour une société qui doit porter un procédé médical et le service aux soins de santé, il nous faut des gens avec une éthique irréprochable. Et donc ce qu'on a fait, on a fait un conseil du service à la société pour tenter d'explorer, de discuter avec les gens avec qui on fait du business, on fait des transferts de technologie pour augmenter le niveau de l'éthique, c'est la nécessité absolue. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute.